Bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors, bienvenue pour cette dernière séance, dernier cours d'électronique numérique. Donc c'est une séance qui est un petit peu à part des autres, puisque jusqu'à présent, je vous ai appris globalement les bases, hein, tout ce que vous avez pu voir jusque-là, la synthèse des circuits combinatoires, la synthèse des circuits séquentiels, les machines synchrones et tout ça, on va considérer que c'est les bases de l'électronique. Et dans cette séance-là, je vais vous montrer un petit peu, une petite ouverture sur la suite. En fait, la suite, c'est des concepts un petit peu plus avancés, pas forcément hyper compliqués, mais plutôt pratiques en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce que vous avez appris et comment est-ce qu'on réalise en vrai un circuit numérique. Alors, je ne vous ai pas demandé si on m'entendait bien. Voilà, Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer que le son marche bien et que le partage d'écran fonctionne bien comme il faut? Et dès que ce sera le cas, bah, je vais tranquillement me lancer. Ok, parfait. Merci, Emric. Donc, voilà, on va parler un petit peu de concepts avancés. Alors, globalement, ce que je vais vous montrer, ça va à chaque fois se rattacher à d'autres cours que vous aurez ou pas pendant la formation. Donc, chaque fois je vous montrerai un concept et puis je vous dirai, voilà, pour aller plus loin, quels sont les autres cours que, euh, que vous pouvez regarder, sachant que l'idée à terme, hein, ce serait, en tout cas si, évidemment, je vous demanderai votre retour à un moment sur ce que vous avez pensé de cette formule de cours en ligne. Si elle vous a convaincu, pourquoi pas passer l'ensemble des cours d'électronique numérique sous ce format-là, comme ça on aura un set complet que vous pourrez retrouver. Donc, première chose dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'électronique discrète. Alors, l'électronique discrète, pourquoi discrète? En réalité, je ne sais pas trop, mais l'électronique discrète, en gros, ça consiste à faire de l'électronique en utilisant des composants discrets. Des composants discrets, c'est des petites portes logiques comme ça qu'on va câbler les unes aux autres. Euh, du coup, alors pour ceux qui ont déjà démarré les TP, vous savez un petit peu de quoi on parle. Pour ceux qui n'ont pas encore démarré les TP, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait. Donc ce qu'on va utiliser en fait, c'est des portes logiques qui sont des composants électroniques tout faits qui contiennent avec des entrées et des sorties qui peuvent réaliser des opérations logiques. Alors par exemple, porte logique, quand on parle de porte logique, je vous en montre une par exemple, 7404, voilà, ça c'est une référence de porte logique. Ça se présente comme ça ressemble à ça, voilà. Donc c'est une puce qui ressemble à ça, avec ces petites pattes là, ces entrées-sorties qui sont là. Et donc globalement, à l'intérieur de ça, vous avez des portes logiques, c'est-à-dire que vous avez des fils que vous pouvez connecter sur les pattes. Et par exemple, ces deux-là, ça pourrait être deux entrées d'une porte. C'est une porte note, pardon, 7404. Donc ça pourrait par exemple être une entrée, celui-là une sortie. Et donc, si vous mettez un signal à 0, 0 égale 0 volts, ici, en sortie, vous allez plutôt avoir un signal à 5 volts. Ou en tout cas à une tension supérieure à 0. Et si vous mettez un signal dont la tension est supérieure à 0 ici, vous allez plutôt avoir 0 volts de l'autre côté. Du coup, des composants comme ça, il en existe tout plein. Il y a toute une famille de portes logiques. Alors sur Moodle, sur le Moodle d'Electronic Numérique, vous allez en retrouver un certain nombre ici qui sont résumés là. Donc là, on a le résumé des composants usuels. Donc ça, par exemple, le 7400, c'est une quadruple porte NAND. 7402, c'est une porte NOR. Ça, c'est 6 inverseurs, etc., etc. Voilà, donc on a toute une batterie de composants élémentaires. Ils ne sont pas tous là, hein. Ça, c'est juste ceux que vous allez utiliser en TP. Mais en pratique, il y en a beaucoup plus dans la liste. Et pour chacun d'entre eux, vous allez retrouver une documentation technique
qui va vous expliquer comment utiliser le composant. Alors si on en revient à ce qu'on veut faire, mettons qu'on veuille faire la fonction logique suivante, qui est en fait A XOR B. D'accord, c'est A XOR B. Mais du coup, si on n'a pas de XOR, alors évidemment il existe un XOR, donc on pourrait le faire directement avec une seule fonction XOR, mais ce serait pas rigolo. On va plutôt essayer de le faire en utilisant les portes logiques élémentaires. Donc ce qu'on voit, c'est que ici, il y a besoin de deux inverseurs. Donc on va aller chercher un composant qui réalise la fonction inverseur. En cherchant ça, on va trouver le 7404 qui est en fait un sextuple inverseur, donc c'est-à-dire qu'il y a 6 inverseurs dans le composant. On voit aussi qu'il va nous falloir deux opérations et, donc on va aller chercher un composant qui sait faire des opérations et c'est le cas du composant dont la référence est 7408 par exemple. Donc ça c'est de la porte et il y en a 4 à l'intérieur. Et puis on voit qu'on a aussi besoin d'un additionneur ici. Pardon, d'un additionneur. D'une porte OU, excusez-moi, on a besoin d'une porte OU et donc on va aller chercher un composant qui fait porte OU. On tombe sur le 7432, c'est une quadruple porte OU. Donc on sait qu'on va devoir utiliser ces trois composants. Alors là, je ne sais pas pourquoi, il manque ici 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Il manque sur ce dessin-là le 74 30, 08, qui est donc la porte. Ensuite, pour savoir comment on connecte tout ça, eh bien, on va se référencer à la documentation technique. Donc on va commencer par le 7404, qui est le sextuple porte OU, et voilà ce que nous dit la doc. Donc c'est un composant qui ressemble à ça. Il y a bien 7 pattes d'un côté, 7 pattes de l'autre, 14 pattes en tout. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que là, il y a 6 inverseurs, avec à chaque fois comme entrée A, comme sortie Y. Comment on sait que c'est A l'entrée et Y la sortie? Quand on regarde dans la doc, ici, on a la table de vérité. Input A, output Y, donc c'est parfait. Voilà, ça fait bien la fonction inverseur. Donc là, on a AY, on a un inverseur, deux inverseurs. Troisième inverseur qui est là. GND, sur la patte 7. Un quatrième inverseur ici, un cinquième inverseur ici, un sixième inverseur ici, et VCC sur la patte 14. Pourquoi GND VCC? Eh bien tout simplement parce que ces composants-là sont des composants actifs. En fait, c'est des composants qui sont réalisés à base de transistors, et donc c'est actif dans le sens où il faut les alimenter. C'est pas juste des résistances passives, c'est vraiment des composants qui sont capables de générer du signal, donc c'est des composants qu'il faut alimenter. Donc il va falloir alimenter ces composants-là. Donc, on regarde déjà, on sait déjà que par exemple, ici, ce truc-là, donc ça c'est, on a dit, ça c'est la patte 7 de ce composant-là. Cette patte-là, on sait qu'il va falloir la relier à la base. Et de la même manière, je vais le faire en rouge, cette patte-là, il va falloir la relier à l'alimentation positive. Donc on va mettre un fil. Là, je suis en train de dessiner des fils. On va mettre un fil entre là et là pour alimenter ce composant. Ensuite, si je veux faire un note, il faut que j'utilise par exemple les deux premières pattes. Donc ça veut dire que mon A, admettons que mon A ce soit du bleu, mon A, là, je vais le connecter ici. Donc le fil avec l'entrée A, il va être connecté ici. Et donc ici, en dessous, ce que je vais avoir en sortie, ça va être A bar. J'ai besoin aussi de fabriquer B bar, donc pareil, je regarde qu'est-ce que je peux utiliser. Vous voyez que je peux utiliser les deux suivants par exemple. Donc ici, je vais venir connecter mon B. Par exemple. Tiens, le B, j'aurais pu le mettre d'une autre couleur, ce sera plus facile à suivre. Alors je vais le faire, je vais le mettre en, par exemple en vert, mon B, ce sera peut-être plus facile à suivre. Donc ça va être mon B. Ensuite, j'ai besoin de faire A et B bar. Donc là, je vais avoir besoin du E, celui que j'ai oublié de dessiner qui est là, 7408. Donc je reviens, alors encore une fois, toutes ces docs-là, vous pouvez les trouver directement sous Google. Vous tapez la référence du composant sous Google et puis vous allez avoir la doc qui va venir. Les plus courants, je vous les ai mis sur Moodle, comme ça vous les avez directement sous la main. Et donc là, on a la quadruple porte AND. On vérifie bien ici que c'est la fonction logique d'une AND. Ok, bah oui, input A et B, deux inputs, la sortie Y.
Alors H, je vous l'ai pas dit, mais H c'est pour high, donc c'est le level, c'est le niveau 1. L c'est pour low, donc c'est le niveau 0. Et les X c'est les don't care. Donc ce que dit cette table de vérité, c'est que si A et B sont tous les deux au niveau haut, la sortie est au niveau haut. Si A est au niveau bas, quelle que soit la valeur de B, la sortie est au niveau bas. Si B est à niveau bas, quelle que soit la valeur de A, la sortie est aussi au niveau bas. Ensuite, je regarde le brochage, toujours pareil, donc c'est ce composant-là, tac, tac, tac. Vous voyez que j'ai 4 portes et là-dedans. La première, où les entrées, c'est les pattes 1, 2, et ça sort en 3. Ensuite, la deuxième, ça rentre en 4, 5, ça sort en 6. Le 7 est de nouveau à la masse. La troisième, ça rentre en 10, 9, et ça sort en 8. Et la quatrième, ça rentre en 13, 12, et ça sort en 11. Et la 14e est de nouveau toujours à l'alimentation. Donc ça, c'est quelque chose de très classique, hein. Vous allez retrouver ça dans sur tous les composants. En tout cas, tous les composants de cette famille-là. La patte tout en bas à droite, tout en bas à gauche, elle est reliée toujours à la masse. Et la patte tout en haut à droite, elle est toujours reliée à l'alimentation. Donc cette patte-là, je vais la relier à l'alimentation. Ok, super. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut encore que je fasse la fonction logique A et B. Donc ça veut dire que je vais devoir prendre le A qui est là. Bon, A, il est là. Donc je vais mettre un fil qui va aller de là à de là pour faire rentrer A. Il faut que je fasse A et B bar. Donc je vais mettre un autre fil qui va aller de la sortie B bar qui était là à ici. Et à cet endroit-là, je vais avoir la sortie A et B bar. Je vais évidemment faire de même avec la deuxième porte-hante de mon composant. Donc je vais prendre le B qui est là. Je vais mettre un fil entre là et là pour connecter le B. Je vais mettre un autre fil, je commence à être à court de couleur. Allez, en orange. Ah non, Damned. CTRL Z. Ah, on peut pas faire CTRL Z. J'ai tout effacé. Bon, je le refais vite. Les alimentations, ici. Hop. Là, je laisserai le composant après. C'est alimenté. Vous l'aurez deviné, on le reverra sur la doc. Pour le dernier, c'est aussi alimenté. On a dit, on rajoute les masses. Les masses, c'est tout le temps ce qui est en bas à droite, à gauche, pardon. Décidément, j'ai toujours eu du mal avec la gauche et la droite. 4, 5, 6, 7. Apparemment, c'est héréditaire parce que mes filles aussi. Tac, ça vient se connecter là. Ça vient se connecter là. Voilà, on avait dit le A, il doit arriver ici, donc il est là, et il arrive ici, aussi ici pour faire le AB bar. Le B, il arrive sur cette entrée-là, donc ça c'est le B, et il arrive aussi ici, là, pour faire le B A bar. Le A bar, il est là. Désolé, hein, on a perdu un peu de temps. Le A bar, il est là. Il vient se connecter là pour faire le B et A bar. Et le B bar, il est là. Et il vient se connecter là pour faire le A et B bar. Donc là, vous avez les fils à rajouter là. Et puis ensuite, il y a encore à faire l'opération OU. Donc, dernière étape, on va aller sur le OU. Alors, 7432, on vérifie quand même que c'est le bon composant et on vérifie aussi comment il est broché. 7432, il est là. Donc, c'est bien un OU. Vous voyez que les documentations techniques sont de première jeunesse. N'est-ce pas? Donc, c'est bien un OU. Vous avez deux entrées A et B, une sortie Y. Quand A vaut 1, quel que soit B, la sortie vaut 1. Quand B vaut 1, quel que soit A, la sortie vaut 1. Quand les deux sont à 0, la sortie est à 0. En termes de schéma, ça donne ça. On a de nouveau 1, 2, 3 qui forment le premier OU, 4, 5, 6 le deuxième, la masse, 10, 9, 8 qui forment le troisième, 13, 12, 11 qui forment le quatrième, et VCC. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, et là je suis vraiment à court de couleurs, donc je vais terminer dans cette couleur-là. C'est récupérer cette troisième patte ici qui était en fait le A et B bar, cette sixième patte ici qui est le B bar et qui est le A bar et B, mettre ça
sur les deux premières pattes de mon OU. Voilà. Et ici, à cet endroit-là, je vais avoir mon Y, ma sortie Y, que je vais pouvoir afficher sur une lettre, que je vais pouvoir aller visualiser l'oscilloscope, peu importe. Voilà. Et donc c'est comme ça que je fabrique une fonction logique avec des composants électroniques qui sont donc des composants discrets, donc des petits composants comme ça que je vais assembler sur ma carte électronique. Donc ça c'est ce que vous ferez, c'est la base de faire ça, c'est comme ça qu'on faisait il y a très longtemps, tout au début de l'électronique numérique, c'est comme ça qu'on fait encore un petit peu de temps en temps quand on a vraiment besoin de faire des fonctions élémentaires, des fonctions toutes simples. Mais vous allez très vite voir que c'est pas évident à faire parce que il y a beaucoup de fils, beaucoup de câbles, beaucoup de sources d'erreurs possibles et donc voilà, beaucoup de frustration. On en reparlera quand on sera en TP sur l'additionneur de bits, on reparlera de la notion de frustration. Ouais, alors le H, j'ai pas vu la question. Le H et le L, comme je l'avais expliqué après coup, c'était donc H c'est pour high, c'est le niveau 1, et L c'est pour low, c'est le niveau 0. Et grosso modo, alors ces composants-là sont alimentés en 0,5 volts, donc vous les alimenterez en 0,5 volts. Alors, c'est pas pile 0 volts et pile 5 volts, mais globalement, ce que vous pouvez vous dire, c'est que le 0 volt, il est toujours en dessous de 1 volt. Enfin, le 0, le niveau bas, pardon, il est toujours en dessous de 1 volt, et en général plutôt aux alentours de 100 à 200 millivolts. Donc ça, c'est un vrai 0. Et les 1, ils sont plutôt aux alentours de 4 volts, entre 4 et 5 volts. Éventuellement, allez, entre 3,5 et 5 volts, on va dire. Si vous avez quelque chose entre les deux, la plupart du temps, c'est que vous avez fait une erreur de câblage parce que normalement, vous avez vraiment une vraie différence entre le niveau bas et le niveau haut. Et si vous êtes quelque part au milieu, c'est que vous avez probablement une erreur de câblage. Donc voilà pour l'électronique discrète. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire on va pouvoir implémenter des circuits numériques sous la forme de microcontrôleurs. Un microcontrôleur, c'est une notion que vous allez voir dès le prochain semestre. Donc c'est la suite en fait du cours de numérique qui se poursuit donc au prochain semestre sous la forme d'un cours de microcontrôleur et ensuite qui se poursuit en deuxième année sous la forme d'un cours d'introduction au système embarqué. Donc c'est un peu la progression. Là on avait les bases de l'électronique, ensuite microcontrôleur et ensuite introduction au système embarqué. Alors qu'est-ce que c'est un microcontrôleur? En fait, un microcontrôleur, c'est ça. Voilà ce qu'on appelle l'architecture classique d'un microcontrôleur. Là-dedans, ce que vous avez, c'est globalement des composants que vous connaissez. Vous avez ici un séquenceur. Donc un séquenceur, c'est une machine d'état qui exécute un certain nombre d'instructions, qui passe d'un état à l'autre. Vous avez des notions de registre qu'on a vu la dernière fois. Donc tout ce qui est en orange, c'est des notions de registre et de mémoire. Donc ça, on a vu, bascule D, mémoire RS, tout ça. Alors il y a d'autres technologies de mémoire, c'est pas les seules technologies de mémoire qui existent. Donc voilà, mais globalement c'est ça. Une unité arithmétique et logique. Pour ceux qui se souviennent, on en a parlé un tout petit peu quand on a fait les composants arithmétiques. Donc une unité arithmétique et logique, c'est un composant qui peut réaliser au choix plusieurs opérations arithmétiques différentes. Et donc vous voyez qu'il y a une commande ici qui vient du séquenceur pour dire quelle opération l'unité arithmétique et logique doit réaliser. Ce qu'on appelle un accumulateur qui est rien d'autre qu'une mémoire. Voilà, et ici des sélectionneurs d'opérandes qui sont en fait des multiplexeurs. Ces sélectionneurs d'opérandes permettent d'indiquer d'où viennent les opérandes pour faire une opération. Et donc globalement, un microcontrôleur, ça se programme comment? Ça se programme alors soit à très bas niveau en assembleur, c'est-à-dire que là on va indiquer au microcontrôleur quelles sont la liste des instructions à faire. Par exemple, si je veux faire le calcul A et B ou C et D, si je veux faire ce calcul-là avec un microcontrôleur, la première étape, ça va être de configurer l'ALU pour qu'elle réalise l'opération AND. La deuxième étape, vous voyez que l'unité arithmétique et logique prend toujours deux opérandes et qu'un de ces opérandes, c'est l'accumulateur. Et le deuxième opérande, vous pouvez le sélectionner de n'importe où.
Donc la deuxième étape, ça va être de dire, on va mettre dans l'accumulateur, on va mettre par exemple la valeur de A. Troisième étape, on va dire qu'on va chercher la valeur de B. Donc on va mettre l'opérande 2, on va mettre la valeur de B, qu'on va aller chercher dans une mémoire. Ensuite, du coup, si on a A, B ici, si on a A ici, et qu'on a configuré ça pour faire l'opération AND, et bien en sortie, on va avoir A et B. Voilà, ce A et B, il va ensuite falloir le stocker. Donc le résultat qui, vous voyez, retourne dans l'accumulateur. Donc en fait, en gros, le contenu de l'accumulateur, on va aller le renvoyer en mémoire, dans la case mémoire 0 par exemple, une des cases mémoire. Ensuite, on va rebelote aller remettre dans l'accumulateur, cette fois-ci, la valeur de C. Ensuite, on va chercher l'opérande D. Ça va faire l'opération C et D. Le résultat, on va l'avoir dans l'accumulateur. Donc, ce coup-ci, on aura cette configuration-là, où on aura ici un C, ici un D. Ici, on a un résultat C et D. Donc, dans l'accumulateur, on aura C et D. Et du coup, il ne reste plus qu'à faire quoi? Il ne reste plus qu'à configurer l'ALU pour faire une opération OR. Dans l'accumulateur, on a déjà C et D. Dans l'opérande 2, on va aller récupérer ce qu'on avait mis en mémoire dans la case 0. Et on aura du coup le résultat de l'opération en sortie. Donc, vous voyez que pour faire cette fonction logique-là, il a fallu la découper en 8 étapes élémentaires. Et donc, c'est comme ça, en théorie, qu'on doit programmer un microcontrôleur. Le microcontrôleur est capable de faire un nombre très limité d'étapes élémentaires, mais avec ces étapes élémentaires, on peut en théorie tout faire. Là, je voulais illustrer sur A et B, C et D qui sont des simples bits. En pratique, les unités arithmétiques et logiques sont quand même plus puissantes que ça. Ils ne vont pas faire des opérations arithmétiques uniquement sur des nombres codés sur 1 bit. Ils vont pouvoir faire des opérations sur des nombres codés sur 8 bits ou sur 16 bits. Ils vont aussi pouvoir prendre des décisions. Donc ça, c'est le séquenceur qui va prendre les décisions. Donc le séquenceur, c'est celui qui lit. En fait, ça va se traduire par une liste d'instructions. Cette liste d'instructions va être stockée ici, sous forme de binaire, donc de 0 et de 1. Et le séquenceur, lui, il va lire la liste d'instructions et à chaque fois, il va envoyer sur le select operand ou sur l'unité arithmétique et logique ou dans la mémoire de données, etc., les bonnes valeurs. Là, par exemple, il va lire la première instruction, il va mettre un AND ici. Il va lire la deuxième instruction, il va récupérer dans la mémoire de données la valeur de A et il va la stocker dans la Q, etc. Donc, c'est lui qui gère tout ça. Donc, si je dis encore une fois en théorie, normalement ça se programme comme ça. Après, les microprocesseurs, ça se programme aussi maintenant beaucoup en C, donc en langage un petit peu plus évolué. Donc, dans ce cas-là, c'est un compilateur. En fait, on laisse faire la décomposition à un compilateur. Et nous, on va directement écrire dans le code qu'on va faire A et B ou C et D. Et ensuite, on va laisser le compilateur gérer cette décomposition. Ce qui va être intéressant en fait dans ce cours-là, c'est qu'on va réutiliser à peu près tous les concepts de l'électronique numérique, au moins pour comprendre comment un microcontrôleur fonctionne. Après, quand il s'agirait de le programmer en C, bon, ce sera un petit peu, tout ça sera un peu plus transparent, mais au moins on va pouvoir réinvestir tout ça parce que le séquenceur c'est une machine d'état, la mémoire c'est des registres. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez déjà à peu près tout vu. Donc ça, ce sera pour le semestre prochain. Autre manière très élégante de faire des circuits numériques, c'est les composants programmables. Donc ça, il va falloir attendre une année pour voir ça. On verra ça dans le cours d'électronique programmable qui est au semestre prochain. Alors qu'est-ce que c'est un composant programmable? Un composant programmable, c'est ce qu'on appelle une FPGA. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez ici un exemple d'FPGA. Ah, ça, par exemple, c'est une FPGA. Ce composant-là, c'est une FPGA, c'est même une FPGA de course, une Stratix, où vous avez qui permet de faire des fonctions logiques. Alors, qu'est-ce que vous retrouvez à l'intérieur d'une FPGA? Encore une fois, je vous donne la base. En pratique, dans un FPGA, vous avez bien plus, des choses bien plus compliquées que ce que je vais vous montrer là, mais là, c'est vraiment pour illustrer le concept de FPGA et comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur d'une FPGA? On va trouver un schéma comme ça,
avec différents blocs logiques, ici, programmables, c'est-à-dire que vous pouvez changer avec une programmation extérieure la configuration de ces blocs-là, donc la fonction logique réalisée par ces blocs-là, et vous pouvez évidemment également programmer les interconnexions qui se font entre les différents blocs. Et en faisant tout ça, on est capable de faire des super fonctions logiques avec ce composant. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'un bloc? À l'intérieur d'un bloc, chaque bloc doit être capable de faire n'importe quelle fonction logique avec 4 entrées et une sortie. Donc ça, normalement, ça devrait pop dans votre tête. Quel est le seul composant qui permet de faire n'importe quelle fonction logique de 4 entrées? C'est un multiplexeur. Donc si ça n'a pas fait pop dans votre tête, je ne suis pas content. Donc ça, voilà, donc le seul composant, donc là on a, ces blocs-là doivent être des blocs universels qui sont capables de faire n'importe quelle fonction logique. Et donc pour ça, on va utiliser des multiplexeurs. Et puis comme on avait vu, pour rendre un multiplexeur universel, un multiplexeur 16 vers 1, pour lui faire n'importe quelle fonction logique, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre les entrées A, B, C, D sur les entrées de sélection du multiplexeur, là. Et puis sur les 16 entrées du multiplexeur, on va mettre soit des 0, soit des 1, selon la table de vérité. Et donc pour rendre ce composant programmable, en réalité, qu'est-ce qu'on a ici? On a en fait des pattes qui sont toutes reliées à GND via une résistance, mais qu'on peut aussi connecter à VCC ici en rajoutant une petite connexion. Donc en réalité, ce qu'il y a là, c'est des transistors, et c'est des transistors qui permettent de faire la connexion ici entre les différents points. Donc par exemple, qu'est-ce que ça donnerait sur la réalisation pratique d'un additionneur de bits? Et voilà la table de vérité pour rappel de l'additionneur de bits ici. Donc on va avoir, en fait, on va configurer un bloc logique, celui-là par exemple, pour réaliser le C. On va configurer un bloc logique, celui-là par exemple, pour calculer le S1, et un bloc logique pour calculer le S0. Et donc on va les configurer à partir de la table de vérité qui est là. Donc là par exemple pour le C, si c'est le premier, alors ce bloc là c'est le bloc qui va calculer S1. Comment il va être configuré? Ici on a 0, 0, 1, 0, 0. Donc 0, 0, 1, on va faire la connexion. 0, 0. 1, 1, on va faire les connexions. 0, 1, on va faire la connexion. On est là, donc c'est 0, 1. 1, 0, on va faire la connexion. J'ai oublié, j'ai les deux 1 qui sont là, j'ai 0, j'ai 1, 1, donc cette connexion là on l'a fait, cette connexion là on l'a fait. 0, 0, et ensuite 1, 0, 0, 1. Voilà. Donc en activant ces connexions là, c'est cette connexion là, on a réalisé la fonction S1. Et donc ça c'est réellement une opération qu'on fait, donc on vient activer des connexions. Donc on va placer des bits à 1 qui vont venir activer des connexions, et donc comme ça va permettre de réaliser n'importe quelle fonction logique. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'électronique programmable. Alors vous voyez que ça, je vous le dis tout de suite, mais j'assisterai beaucoup là-dessus pendant les cours, ça se distingue quand même de la programmation telle qu'on l'entend sur un microcontrôleur, et de manière générale la programmation en C. Parce que quand vous programmez votre ordinateur, en fait, votre ordinateur est déjà configuré pour être capable de réaliser tout un jeu d'instructions. Et quand vous programmez votre ordinateur, en fait, vous sélectionnez, vous écrivez en fait une séquence d'instructions que votre ordinateur est capable de faire. Ici, c'est pas tout à fait pareil parce que là, on configure l'ordinateur, ou en tout cas le FPGA, de sorte à ce qu'il réalise certaines instructions. Okay, donc là, on change un petit peu de paradigme. Au lieu d'avoir ce jeu d'instructions et de les organiser comme on veut, ici, on va en gros créer de nouvelles instructions, créer de nouvelles fonctionnalités, et utiliser ces blocs-là et interconnecter ces blocs-là pour donner des fonctionnalités. Donc c'est un peu plus dur à prendre en main. Ce FPGA, c'est un peu plus cher aussi comme technologie, mais c'est très utile et très puissant parce que vous pouvez vraiment façonner, avec un composant universel, vous pouvez vraiment façonner un circuit à vos besoins, et donc forcément gagner beaucoup en performance derrière. Alors ce qui accompagne
la notion de FPGA, c'est la notion de langage de description de matériel, ou en anglais HDL pour Hardware Description Language. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va voir, qu'on verra en deuxième année dans le même cours d'électronique programmable. Et en fait, ce langage-là, c'est un langage normé qui sert à décrire le comportement de fonctions logiques. Parce que comme vous allez devoir, comme vous allez vouloir fabriquer des composants à façon, comme vous allez vraiment vouloir fabriquer des fonctions logiques dédiées, eh ben, il va falloir trouver un terrain d'entente. Alors évidemment, vous n'allez pas le faire à la main, donc il va falloir utiliser un logiciel, et il va falloir trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire un langage qui vous permette de décrire comment fonctionne un tel ou tel composant. Alors on a vu déjà un certain nombre de choses un peu normées comme ça, comme par exemple une table de vérité. Une table de vérité, c'est une description pour un circuit combinatoire. C'est une description universelle pour un circuit combinatoire. Okay. Un graphe d'état, c'est une description universelle pour une machine d'état. Sauf que on va pas dessiner une table de vérité et filer une table de vérité au logiciel, on va essayer de l'écrire en fait sous une forme un petit peu plus compacte. Et donc cette forme compacte ou cette forme spécifique, c'est le langage HDL. Alors par exemple, un demi-additionneur, ici, en HDL, ça se décrit comment? Ça va se décrire en deux parties. Il y a une partie qui va décrire la vue externe du composant. Donc ici, basiquement, ça va dire que le demi-additionneur, c'est deux entrées qu'on va appeler A et B, deux sorties qu'on va appeler S et C. Je rappelle les équations du demi-additionneur. Hein. La somme, c'est A XOR B, et la retenue, c'est A et B. Table de vérité, A, B, somme, retenue, somme. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 0 et je retiens 1. Donc là, sur le C, on a bien un AND et là, on a bien un XOR. Donc une description pour dire quelle est la vue externe du composant et puis une description pour dire comment il fonctionne. Voilà, et donc là, on va simplement le décrire de la manière la plus simple possible, celle qui nous arrange le plus. Ici, celle qui nous arrange bien, comme on a les équations logiques, c'est d'écrire ça sous forme d'équations logiques. Mais en réalité, il y a plein d'autres manières de décrire le demi-additionneur. Donc là, par exemple, si je prends un additionneur 4 bits, un truc un petit peu plus compliqué, un additionneur 4 bits, j'ai plein de manières de décrire mon additionneur 4 bits en VHDL. Donc le même langage me donne différentes possibilités de description. Je peux l'écrire sous cette forme-là, donc c'est-à-dire que je calcule les équations logiques de chacun des bits de sortie en fonction des bits d'entrée et j'écris ces équations logiques-là. Mais je peux aussi l'écrire sous la forme d'un schéma, donc de manière structurelle. Donc vous savez que vous avez vu qu'un additionneur 4 bits, en fait, c'était rien d'autre que 4 additionneurs 1 bit mis en série, avec chaque fois propagation de la retenue. Et le langage VHDL me donne un moyen de décrire ce type de comportement, ce type d'architecture. Ça peut être aussi sous la forme d'une table de vérité, parce que le VHDL me permet de faire des structures conditionnelles, donc des if, de décrire des composants sous la forme de if. Donc là, la table de vérité, évidemment, on va la parcourir. Hein. Si les entrées sont 0, 0, 0, 0 et B vaut 0, 0, 0, 0 et C est égal à 0, alors la sortie vaut tant, etc. etc. Bon, là, c'est particulièrement peu pratique hein, pour un additionneur 4 bits parce que comme vous avez 9 entrées, dans la table de vérité, vous avez 2 à la puissance 9, 512 lignes à écrire. C'est évidemment pas cette description-là qu'on va choisir. Mais pour d'autres composants, ça peut être pratique, surtout si on n'a pas envie de résoudre la table de vérité. Et puis, vous pouvez même le décrire en utilisant quelques opérateurs d'un peu plus haut niveau, comme par exemple l'opérateur plus. Voilà, donc en VHDL, on peut définir un additionneur comme étant en utilisant l'opérateur somme. Donc voilà quelques exemples, et donc c'est l'intérêt d'avoir ces langages de description de matériel, ça permet de formaliser des descriptions dans un langage unique, et surtout, ces descriptions-là, telles qu'elles sont écrites là, elles restent interprétables par un humain. Donc c'est-à-dire que si moi je veux décrire un composant, je l'écris en VHDL, je te le donne, normalement tu es capable de le lire et de le comprendre. Et surtout, c'est formalisé de sorte à ce que ça puisse être pris en main
par un ordinateur et par un logiciel dédié. Et notamment des logiciels qui permettent de faire deux choses, soit de la simulation de circuit, donc on va décrire avec ce langage-là comment on s'attend à ce que le circuit se comporte, et puis après on va simuler le circuit et vérifier s'il se comporte comme on s'y attend. Ça a un intérêt dans un premier temps pour vérifier que la description correspond bien à ce que je n'ai pas fait d'erreur dans la description, que ce que j'ai décrit c'est bien ce que j'imaginais comme comportement. Et ça a surtout de l'intérêt après quand je vais connecter plusieurs circuits entre eux. Parce que chaque circuit, je vais pouvoir vérifier si il correspond à ce que j'attends de lui. Et puis une fois que j'ai vérifié que chaque circuit correspond, je peux les interconnecter entre eux et prédire le comportement de si je mets le circuit A, si je connecte le circuit A au circuit B, qu'est-ce que ça va me donner comme comportement. Donc ça c'est un intérêt. Et le deuxième intérêt des langages de description de matériel, c'est que en fait, comme l'algèbre booléenne c'est du calcul assez simple, entre guillemets, c'est des 0 et des 1, et quelques opérateurs assez simples, en fait, c'est assez facile de faire ce qu'on appelle la vérification. Vérifier que deux manières de décrire, vérifier que deux équations logiques sont strictement équivalentes. C'est assez facile à faire. Et donc, ce qui est capable notamment de faire les logiciels de calcul et de CAO en électronique numérique, c'est automatiquement, par exemple à partir d'une table de vérité, de calculer quelle serait la description en termes de porte logique équivalente. Et donc, ça fait en fait un petit peu le travail de synthèse à votre place. Attention, ça fait le travail de synthèse à votre place, ça ne vous dispense pas de réfléchir. On verra ça un petit peu plus en détail. Et sachez que d'avoir une idée de ce que, quand on laisse le logiciel faire, et ça, je pense que c'est une vérité, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, que ce soit en électronique ou pas, si vous laissez un logiciel faire quelque chose, il vaut mieux vérifier le résultat derrière. Il faut mieux savoir exactement ce que vous attendez. Parce que vous avez un cahier des charges, vous savez ce que vous attendez, vous laissez le logiciel faire quelque chose à votre place, vous vérifiez derrière que le logiciel a bien fait. Si vous décidez de faire peindre votre maison par un peintre, vous lui dites en quelle couleur vous voulez la peindre, et puis vous avez une idée du résultat final, et puis quand il a fini de peindre, vous pouvez comparer ce qu'il a fait avec est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez ou pas. C'est un peu pareil. Donc langage de description de matériel, donc ça on verra aussi en deuxième année, c'est très utile, notamment quand on fait des circuits numériques un petit peu complexes, parce que comme ça on peut jongler un petit peu entre des descriptions un petit peu plus abstraites et des descriptions où on utilise les portes logiques élémentaires. Microélectronique et circuits intégrés, encore une manière de faire de l'électronique numérique, qui elle est vue uniquement en optionnel, donc ça c'est un petit peu plus spécifique. En fait, la microélectronique, jusqu'à présent, on utilise des composants qui sont tout faits. Que ce soit des portes logiques, des FPGA, des microprocesseurs, c'est des composants que vous pouvez acheter tout fait et que vous assemblez en fait sous forme d'une carte électronique pour faire votre système. Circuit intégré, là, microélectronique, là, on vient fabriquer notre propre circuit, donc fabriquer notre propre puce. Donc notre propre puce électronique. Donc en gros, au lieu d'avoir un truc comme ça, standard, à l'intérieur, on va avoir un truc comme ça, mais à l'intérieur de ça, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est moi qui l'ai dessiné. C'est moi qui ai choisi, quel transistor utiliser, etc., etc. Et donc ça se fait, alors ça se fait sous la forme d'un process de microélectronique, donc ça vous le verrez, je pourrais vous le décrire un petit peu dans une vidéo, mais en gros ça part de silicium, donc vous avez du silicium, et ensuite sur ce silicium vous gravez des transistors, et graver des transistors en fait c'est différentes étapes technologiques où on va d'abord implanter des ions pour faire des zones plutôt dopées P, plutôt des zones dopées N. On vient mettre des connexions métalliques entre, etc. Alors, vous avez normalement un cours de physique des semi-conducteurs, je ne sais plus si le premier ou deuxième semestre, mais voilà, ça devrait vous parler. Et donc pour faire un circuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des masques pour savoir à quel endroit je viens implanter du P, à quel endroit je viens implanter du N, etc. Donc, des masques, c'est comme des pochoirs. Hein, voilà. Vous faites un pochoir et ensuite avec un canon, vous venez bombarder des charges positives. Voilà. Ensuite, vous changez le pochoir. Avec un autre canon, vous venez bombarder les charges négatives. Ensuite, vous venez bombarder du métal pour faire des couches métalliques, etc., etc.
Et donc il se trouve que bah, ça, par exemple, ce dessin-là, ça correspond à ce dessin-là en pratique. Avec deux transistors, vous avez un transistor NMOS et un transistor PMOS. Voilà. Euh, le transistor NMOS étant celui-ci, donc ça c'est le NMOS, et le transistor PMOS étant celui-ci. Le transistor c'est quoi? Le transistor c'est un conducteur, donc une jonction PN, ici, voilà, avec ici le drain, ce drain-là, ici une jonction pour la source, c'est ce truc-là, et au milieu, ici, alors le rouge c'est un isolant, c'est le conducteur, un isolant, et ici c'est du polysilicium, donc ce que j'ai gribouillé en noir ici, c'est tout simplement la grille de mon transistor. Et j'ai la même chose ici, sauf que j'ai inversé les couleurs. Vous voyez que lui il est vert, donc c'est plutôt du B, et ça c'est plutôt du N, ce qui est rouge. Voilà. Et donc vous avez aussi la grille qui est là. Et donc ce polysilicium, en fait, ça fait des connexions. Donc vous avez une connexion entre les deux grilles, c'est celle-ci. Et puis vous avez aussi une connexion entre la source du premier et la source du deuxième, c'est la connexion qui est là derrière. Cette connexion-là qui se fait là. Et ça, ce composant-là, je vais peut-être enlever mes gribouillages pour vous expliquer comment il marche. Ça fait la fonction inverseur. Alors ce qu'il faut simplement imaginer pour comprendre comment marche un circuit microélectronique, c'est que sur un PMOS, le PMOS, alors, vous avez entendu parler des transistors MOS, vous allez entendre parler des transistors MOS en cours d'électronique analogique. Ici, on utilise ces transistors-là uniquement en commutation, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces transistors-là uniquement en ouvert ou fermé, donc comme un interrupteur et comme un interrupteur fermé. Et vous voyez que la représentation est d'ailleurs un tout petit peu différente, on a toujours cette représentation-là en électronique numérique. Pourquoi? Parce que globalement, c'est très intuitif, ça devient très intuitif. Celui-là, le NMOS, il laisse passer le courant quand vous avez un 1 logique devant. Celui-là, il laisse passer le courant quand vous avez un 0 logique devant. Du coup, si A vaut 0, lui ne laisse pas passer de courant. Lui, en revanche, laisse passer du courant. Et vous voyez que la sortie se met à 1. Si A vaut 1, c'est l'inverse. Lui, il bloque le courant. Lui, il laisse passer du courant. La sortie se met à 0. Ça fait bien une fonction inverseur. On peut faire des choses un tout petit peu plus évoluées, hein, bien sûr. On peut faire par exemple une porte NAND. Alors comment on ferait pour une porte NAND? Eh bien, vous savez que pour qu'une porte NAND soit à 1, il suffit que l'une des deux entrées soit à 0. Donc ici, on a une entrée A, donc on va avoir un transistor, ici un PMOS piloté par A. Ici, je vais mettre un PMOS piloté par B. Voilà. Et là, ma sortie, Y, là je vais mettre un 1, et vous voyez que j'ai déjà une partie de ma table de vérité, puisqu'il suffit que l'une des deux entrées soit à 0 pour que l'un de ces deux transistors-là soit ouvert, et que donc ma sortie se mette à 1. En revanche, il faut faire gaffe que ma sortie ne soit pas à la fois à 1 et à 0. Donc la branche du bas, il va falloir utiliser des transistors NMOS pour s'assurer que pour que ma sortie se mette à 0, il faut que la seule condition pour laquelle j'ai ma sortie à 0, c'est que A et B soient tous les deux à 1. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de les mettre en parallèle, je vais juste les mettre en série. Voilà, tac, tac, 0. Ça piloté par A, ça piloté par B. Et donc, ça va bien faire la table de vérité d'une NAND parce que 1, 1, A vaut 1, B vaut 1, c'est la seule fois où ici le 0 peut passer, c'est la seule condition pour que le 0 passe. Et en même temps, par chance, quand j'ai 1, 1, j'ai aucun de ces deux transistors-là qui va laisser passer le courant, donc le 1 ne va pas passer. Et puis dès lors que je vais avoir 0 ici, quelle que soit la valeur que je vais avoir là, dès lors que je vais avoir 0, ben, le 1 il va passer. En revanche, ici ça va bloquer. Et de la même manière, quel que soit A, si B vaut 0, je vais avoir un 1 également ici. Donc ça c'est pour le NAND. Bien évidemment, pour le nord, c'est pile l'inverse. Enfin, bien évidemment, non, pas forcément bien évidemment, mais si on raisonne, si on fait le même raisonnement pour le nord, ça va être pile l'inverse. Le nord, pour que le nord se mette à 1, il suffit qu'il y ait l'une des deux entrées qui soit à 0.
puisque dès lors que l'une des deux entrées est à 0, euh, dès lors que l'une des deux entrées, pardon, est à 0, la sortie va passer à 1. Donc du coup, ici, piloté par A, piloté par B, il me semble bien avoir une connerie. Pour que le nord se mette à 1, il faut que les deux entrées soient à 0 en même temps. Pas une seule des deux entrées, mais il faut bien que les deux entrées soient à 0. Ok. Si les deux entrées sont à 0, A ou B, c'est le seul cas où A ou B vaut 0, donc c'est le seul cas où A nord B vaut 1. Donc pour la partie du haut, je vais le dessiner comme ça, de sorte à ce que quand A vaut 0 et B vaut 0, la sortie se relie à 1. Et puis pour la partie du bas, je vais la séparer en deux, avec ici piloté par A, là le transistor piloté par B, voilà, et ici 0, parce que dès lors que vous avez... Alors si vous avez tous les deux à 0, c'est le seul cas où vous avez votre Y qui doit valoir 1. Par contre, dès lors que vous en avez l'un des deux qui vaut 1, la sortie est à 0. Donc je sais faire un AND, je sais faire un OR. Vous vous souvenez que NAND et NOR, ce sont des opérateurs universels. Donc si c'est des opérateurs universels, ça veut dire que je peux absolument tout faire. Conclusion, je peux, en utilisant cette technique-là, réaliser n'importe quelle fonction logique dans un circuit intégré. Et ça, c'est ce qu'on fait en microélectronique. En microélectronique, je veux fabriquer un circuit, et ben je vais le faire sous forme de schéma de transistor de ce type-là. Et là encore, je vais pouvoir utiliser ce que je vous ai décrit tout à l'heure, donc les langages de description de matériel, parce que là encore, vous avez des logiciels qui vous donnent la possibilité de décrire le comportement que vous voulez, et à la fin, après différentes étapes, vous obtenez le schéma au niveau transistor qui va bien, et donc un espèce de masque comme ça. Sauf que là, vous avez un masque avec juste deux transistors, mais évidemment, rien ne vous empêche de mettre plusieurs transistors. Rien ne vous empêche de prendre la sortie qui est là, donc ça c'est la sortie, rien ne vous empêche de venir la connecter à un autre transistor, à l'entrée d'un autre circuit pour faire des cascades comme ça, différents étages, et donc faire des fonctions de plus en plus complexes. J'ai presque fini. Je vous parle encore un tout petit peu quand même de ce qu'on voit en optionnel en électronique, et donc là pour le coup c'est la vraie suite du cours d'électronique numérique. C'est numérique avancé, donc ça c'est vu en optionnel au deuxième semestre dans la spécialité ESE. On va discuter de compromis entre la place que prend un circuit et ses performances, notamment les performances en termes de vitesse de fonctionnement. Voilà, donc on va pouvoir comparer par exemple différentes architectures d'additionneurs, 4 bits, 32 bits, etc. Qu'est-ce qu'on va prendre? Là par exemple, il y a deux architectures, une qui est en série, vous voyez qu'on met en série des additionneurs à 1 bit. Ça c'est une architecture parallèle où on met toutes les entrées, on fait tous les calculs en parallèle. On va voir les avantages des uns et des autres, comment est-ce que ça s'étend à 8 bits, etc. etc. Donc ça c'est un truc qu'on va discuter dans ce cours-là de numérique avancé. L'autre question, donc on va discuter dans les cours de numérique avancé, c'est des histoires de fréquences de fonctionnement. Fréquence de fonctionnement par exemple d'une machine d'état. Donc la machine d'état, vous l'avez vu, hein, machine d'état ça ressemble à ça. Souvent quand on veut faire un séquenceur, ça arrive en tout cas quand on fait un séquenceur, qu'on ait des contraintes de vitesse de fonctionnement. Donc on a envie que notre séquenceur fonctionne le plus vite possible. Et bien là, il y a des techniques qui vont permettre d'optimiser les calculs, qui vont permettre d'optimiser les temps de réponse et les fréquences maximales de fonctionnement. Donc tout ça, on va discuter. Et puis l'optimisation des performances du circuit, ça passe aussi par des techniques comme par exemple le pipelining. Ça, c'est du pipelining. C'est donc simplement des applications à des circuits électroniques de ce qu'on connaît dans l'industrie, comme par exemple le travail à la chaîne, hein, le fait que vous découpez une tâche en sous-tâches, vous créez un composant qui va exécuter chaque sous-tâche, et ensuite vous faites une chaîne de données, donc la donnée elle arrive à la première tâche, elle est exécutée, donc il y a la première partie du programme qui est exécutée, puis les résultats sont envoyés au deuxième circuit qui s'occupe de la deuxième partie du programme. Pendant que le deuxième circuit fait la deuxième partie du programme, le premier peut déjà traiter la deuxième donnée, etc., etc. À la fin, le traitement il est toujours aussi long,
Mais comme on a découpé ça et qu'on a filé ça à différents organes, on a l'impression d'avoir des vitesses de fonctionnement plus importantes. Et puis, un dernier mot sur le dernier cours d'électronique que vous allez avoir cette année au deuxième semestre, qui est un cours de chaîne instrumentale. Donc, on va reparler un tout petit peu de numérique, de binaire et tout ça, quand on parlera de conversion analogique numérique. Donc, conversion analogique numérique, c'est le pont entre le monde analogique, qui est notre monde est analogique. On mesure des grandeurs physiques qui sont des réels, on mesure on perçoit des intensités lumineuses qui sont des réels, etc., etc. Et le monde numérique, qui est celui des microcontrôleurs, celui des FPGA, celui que nous on connaît. Et évidemment, il faut pouvoir passer de l'un à l'autre. Par exemple, hein, quand vous avez un capteur, le capteur de votre appareil photo, le capteur d'image de votre appareil photo, ben, chaque pixel de votre capteur va percevoir une certaine quantité de lumière. Cette quantité de lumière est un signal physique, donc analogique. Et si vous voulez ensuite transformer ça en une image numérique, par exemple, eh ben, il va falloir utiliser un convertisseur pour passer de l'un à l'autre. Ma voix, je suis en train de vous parler, ma voix est un signal analogique que mon PC est en train d'échantillonner, qui est en train de discrétiser. Donc j'ai un convertisseur analogique numérique à l'entrée de mon PC qui va me permettre de faire un signal numérique pour pouvoir enregistrer ma vidéo. Et à l'inverse, vous m'écoutez au travers d'un casque, et ben dans ce casque-là, ou à la sortie de votre PC, il y a un convertisseur numérique analogique qui va retransformer le stream par exemple, donc les données du stream, qui sont des données numériques, en un signal analogique. Comme ça, vous entendez ma voix, vous entendez mon intonation de voix, si je parle plus fort, moins fort, etc., etc. Donc ça, on abordera dans le cours de chaîne instrumentale. Et puis un tout dernier mot pour vous dire que vous parlez 30 secondes de la finalité de l'option ESE. L'idée de l'option E, électronique et système embarqué, donc ça concerne les généralistes. Alors je vous en donnerai un petit peu plus de détails quand je vous parlerai, il y aura la présentation des options de première année. Mais globalement, c'est ce slide-là que vous reverrez. Et donc l'idée mon idée à moi sur la manière dont vous allez apprendre en fait l'électronique et système embarqué, c'est de vous donner une solide vision hardware, de sorte à ce que vous puissiez programmer ensuite les systèmes embarqués en sachant exactement ce que le système fait. Et donc de bien comprendre le hardware, pas simplement de programmer un système embarqué comme vous faites de la programmation en C sur un PC, parce qu'au final, quand on programme le système embarqué, c'est majoritairement ça, on fait majoritairement de la programmation en C, mais essayer de bien comprendre le hardware qui est derrière. Et ça vous permet, d'une part, si vous faites plutôt la version système embarqué, mais les parties soft des systèmes embarqués, ça vous permet de bien comprendre ce que vous faites et de bien optimiser ce que vous faites. Et puis ça vous permet aussi de créer, parce qu'à un moment, le système embarqué c'est bien joli, mais le système embarqué c'est du hardware. Votre téléphone portable c'est beaucoup de soft. Votre téléphone portable c'est beaucoup de soft, mais il y a quand même du hardware derrière, il y a quand même une carte électronique derrière, il y a quand même des composants derrière. Et il faut bien aussi des gens qui soient capables de fabriquer ça. Et donc c'est un petit peu cette double vision qu'on qu'on essaye d'avoir dans l'option OSE. Mais comme dit, je vous discuterai de ça un petit peu plus en détail au moment de la présentation des options. Voilà pour ce cours qui était un peu plus un cours d'ouverture qu'un cours théorique. Ben, j'espère qu'il vous a plu. En fait, j'espère que de manière générale, ces cours d'électronique numérique vous ont plu. Il vous reste encore quelques TD et puis quelques TP pour vous amuser. Moi, comme je vous ai dit, je vous ferai un petit sondage ou quelque chose pour avoir un retour sur ce format. C'est la première année que je le fais sous forme de mini-cours comme ça en ligne. Donc vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je reste un tout petit peu connecté pour voir si via le chat il y a des questions qui arrivent. Et si c'est pas le cas, bonne soirée, puis à bientôt en TD, en TP ou à l'école.